La fracture réduite, des soins tout à fait particuliers étaient pratiqués. Selon les traités anciens, le médecin devait appliquer une mystérieuse poudre minérale sur la blessure, et puis l'enduire de miel. Les attelles d'étoffe étaient ensuite placées de part et d'autre de la fracture et maintenues par un bandage. Les applications de miel étaient répétées quotidiennement jusqu'à guérison totale. Les ossements retrouvés à Gizeh ont prouvé que les médecins égyptiens de l'époque possédaient un savoir-faire insoupçonné jusqu'alors. On a par exemple la preuve qu'ils pratiquaient parfois l'amputation. Or, à une époque où le matériel médical et la pharmacopée restaient quand même rudimentaires, survivre à une telle mutilation semble tenir du miracle. Lorsque l'on voit la qualité des soins dont bénéficiaient les ouvriers du plateau de Gizeh, on se dit qu'il est fort peu probable que ces gens aient été des esclaves. Pourquoi aurait-on passé tant de temps à soigner des esclaves lorsqu'il était si facile de remplacer un individu blessé? Toutes ces découvertes allaient donc dans le même sens. Il était désormais évident que les constructeurs des pyramides n'étaient pas des esclaves. Étant donné leur régime alimentaire et les soins médicaux dont ils bénéficiaient, il s'agissait même de privilégiés. Toutefois, leurs os montrent qu'ils ne menaient pas non plus une existence dorée. L'examen des vertèbres, par exemple, indique que celles-ci étaient soumises à des contraintes extrêmes. Si vous observez cette vertèbre, une vertèbre lombaire d'un ouvrier des pyramides, vous pouvez y déceler des signes de tension. Ces signes sont divers. On voit par exemple que la vertèbre a été comprimée. C'est ce que trahit la courbure de cette face. On retrouve également des signes de contrainte sur les bords. Le bord inférieur de la vertèbre présente des indices très nets de contrainte. Ces contraintes entraînèrent chez certains ouvriers d'importantes déformations de la colonne vertébrale, parfois courbée à l'extrême. L'étude comparée des ossements des nobles et des ouvriers montre que ces derniers vivaient en moyenne 10 ans de moins. Ce vieillissement précoce n'a en soi rien d'étonnant, étant donné l'ampleur de la tâche qui leur avait été assignée. Chaque pierre de la pyramide de Khéops pèse plusieurs tonnes, pour un volume de plus d'1 mètre cube. Tailler, transporter et mettre en place un seul de ces blocs constituait déjà un exploit. Or, la Grande Pyramide en contient 2 300 000. Comment une telle prouesse a-t-elle pu être réalisée par l'homme ? Cette pyramide a été faite à la manière d'un escalier avec des paliers ou des marches. Une fois un étage construit, les ouvriers hissaient d'autres blocs à l'aide de rondins de bois dont ils se servaient comme de levier. Ils montaient ainsi les pierres depuis le sol. Hérodote raconte que lors de son voyage en Égypte, on lui a expliqué que la grande pyramide de Khéops avait été construite en 30 ans par une armée de 100 000 esclaves. Les fouilles menées à Gizeh donnent cependant une toute autre version des faits. Elles ont déjà permis de prendre Hérodote en défaut sur un point. Les ouvriers n'étaient pas des esclaves. Pourrait-elle également donner des indications concrètes sur la manière dont le chantier a été conduit, notamment sur le nombre de travailleurs qui y ont participé? En se fondant sur les inscriptions retrouvées dans les tombes et le nombre de squelettes mis au jour, Zahi Hawass est finalement parvenu à la conclusion que le chantier n'employait pas plus de 20 000 personnes, dont 5 000 travailleurs permanents, artisans ou contremaîtres, et 15 000 manœuvres temporaires. Pour moi, ils étaient 20 000 à travailler sur le site, dont 15 000 en rotation. Ils faisaient des périodes de 12 heures de suite, mais étaient régulièrement relevés, tous les 3 mois, et repartaient dans leur village. Ils étaient alors remplacés par une autre équipe.
Seuls 5000 techniciens travaillaient en permanence sur le chantier pour le roi. Les chiffres avancés par Zahi Hawass étaient bien inférieurs à ceux cités par Hérodote. Qui avait raison? Un professionnel du bâtiment fut invité à donner son avis sur la question. Zahi Hawass et Mark Lehner demandèrent ce qu'il en pensait à l'Américain Craig Smith, patron d'une société ayant travaillé sur de nombreux grands chantiers, notamment des aéroports et des réseaux de métro. Celui-ci émit des doutes sur les chiffres donnés par Hérodote. 100 000 travailleurs, cela représente 10% de la population de l'Égypte d'alors. Ça ne me paraissait ni très plausible ni très probable. Je voyais mal comment on aurait pu mobiliser autant de gens pendant aussi longtemps. Ça m'intriguait, ça me titillait, ça m'a donné envie de m'y intéresser de plus près, d'essayer de voir comment on s'y prendrait si on voulait construire un bâtiment en utilisant les technologies dont disposaient les Égyptiens. Fort des dernières découvertes archéologiques faites sur le site de Gizeh, Craig Smith décide donc d'appliquer à la pyramide de Khéops les connaissances qu'il a acquises sur les grands chantiers contemporains. Mais pour pouvoir déterminer le nombre d'ouvriers nécessaires à la construction, il faut d'abord connaître les techniques mises en œuvre. Et là encore, les fouilles menées au pied des pyramides vont permettre d'éclairer bien des zones d'ombre. L'équipe de Mark Lehner a en effet mis au jour des ateliers de fabrication d'outils en cuivre. Elle a également retrouvé à l'intérieur des tombes des ouvriers des outils de pierre dure qui servaient à tailler les blocs de calcaire dont sont faites les pyramides. Restait à connaître le temps nécessaire pour extraire un bloc de pierre avec des instruments aussi rudimentaires. L'un des paramètres fondamentaux à prendre en compte, c'est le nombre de blocs susceptibles d'être livrés sur le chantier en un temps donné, sachant que plusieurs milliers d'ouvriers étaient vraisemblablement affectés à cette tâche. Nous avons pu voir la carrière où étaient extraits les blocs et vérifier sur place un certain nombre d'hypothèses que nous avions formulées quant au temps nécessaire. Il découpait le bloc qu'il souhaitait extraire à l'aide d'outils relativement simples, faits de pierre dure et de cuivre. Arrivé à la base du bloc, il commençait à le détacher du sol, et puis il finissait en le soulevant avec de grands leviers de bois. On ne peut qu'imaginer les conditions de travail qui régnaient dans une carrière comme celle-ci. Craig Smith a calculé que les blocs devaient être taillés, livrés et mis en place au rythme d'un toutes les 2 ou 3 minutes. Il va maintenant pouvoir essayer d'estimer le nombre d'ouvriers nécessaires. La question du transport des pierres doit cependant être résolue au préalable. Nous disposons d'indications retrouvées sur une paroi de la tombe d'un haut fonctionnaire égyptien, mort quelques siècles plus tard. On voit sur cette paroi une scène représentant un épisode de la construction de la tombe. Une énorme statue de pierre est transportée sur un traîneau de bois, tiré par des dizaines d'hommes. De l'eau est répandue devant le traîneau pour que celui-ci glisse plus facilement sur le sol. La question de l'acheminement des blocs sur le site était donc résolue. Restait cependant un problème fondamental.